Le 8 mai 1945 marque la fin de la guerre en Europe, mais dans les îles du Pacifique, les Japonais résistent encore avec acharnement à l'avancée des troupes américaines. Les États-Unis prennent alors une décision qui changera à jamais le cours de l'histoire. L'arme que nous allons utiliser a été récemment expérimentée avec succès aux États-Unis. Nous venons de recevoir l'ordre de la larguer sur l'ennemi. C'est l'arme la plus destructrice jamais élaborée. Cette arme est destinée à anéantir le Japon qui refuse de capituler. Un soldat ne se rend pas, il meurt. Il y a 60 ans, le 6 août 1945, une bombe atomique était larguée dans le ciel d'Hiroshima. À partir de scènes de reconstitution, d'images d'archives et de témoignages, ce film nous entraîne dans les coulisses de ce qui fut l'un des événements les plus dramatiques du XXe siècle. Voici l'histoire des acteurs de cette mission. Et celle des habitants d'Hiroshima, dont le monde retiendra qu'ils furent les premières victimes d'une attaque nucléaire. En quelques secondes, la ville d'Hiroshima est rayée de la carte. L'explosion de la bombe accélère la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais à quel prix ? « 14 juillet 1945. Sur le site du laboratoire de recherche ultra-secret de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, les pièces d'une bombe d'un nouveau genre sont chargées à bord de véhicules lourdement armés. Cette bombe est le fruit de 3 années de recherche menées par les meilleurs scientifiques de l'époque. À leur tête, un jeune physicien du nom de Robert Oppenheimer. L'opération a coûté 2 milliards de dollars. Son nom de code, Projet Manhattan. Personne ne connaît précisément la puissance de la bombe, car cette arme d'un genre nouveau n'a encore jamais été testée. Ce sera chose faite le 16 juillet 1945. Ce jour-là, à Alamogordo, en plein désert du Nouveau-Mexique, les scientifiques et les militaires du projet Manhattan sont réunis pour assister à la toute première explosion d'une bombe atomique. L'expérience porte le nom de Trinity. 100 contre 1 qu'on fait péter la croûte terrestre et qu'on détruit la planète, non? 50 contre 1 qu'on fait griller l'atmosphère et qu'on ne détruit que le Nouveau-Mexique. Que quelqu'un fasse taire Tierney, il va faire peur à la police militaire. Allez, 10 contre 1 que ça finit en pétard mouillé. Si cette arme finit en pétard mouillé, Tierney, chacun d'entre vous devra s'en expliquer devant la commission d'enquête du Congrès jusqu'à la fin de ses jours, c'est clair? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'explosion pulvérise la tour d'acier qui supportait la bombe. La chaleur est telle qu'elle liquéfie le sable du désert et le cristallise en un immense champ de verre. La puissance de l'explosion est estimée à l'équivalent de 67 millions de bâtons de dynamite. À l'origine, la bombe a été conçue pour être utilisée contre l'Allemagne nazie, mais les Américains ont désormais une autre cible dans leur ligne de mire. Je suis vraiment fier de vous. Merci. Bon boulot. La guerre est finie, général. Oui, quand on en aura balancé 2 ou 3 sur le Japon. Oui. Bravo. Pour Robert Oppenheimer, directeur scientifique du projet Manhattan, c'est un moment de terrible vérité. Now
Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Juillet 1945. En Europe, la guerre s'achève avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Mais dans le Pacifique, les combats opposants japonais et américains font rage. Après l'attaque surprise de Pearl Harbor en décembre 1941, les forces américaines ont porté la riposte à travers le Pacifique. Les troupes avancent d'île en île au cours d'affrontements au corps à corps d'une sauvagerie inouïe. Pour l'essentiel, cependant, l'armée nippone reste invaincue. Les Américains tentent d'obtenir la reddition japonaise par des bombardements incessants. Une à une, les villes de l'archipel sont réduites à l'état de ruine, mais les Japonais refusent toujours de capituler. Les Américains sont donc contraints d'envisager une invasion massive du Japon. Selon les prévisions, il faut s'attendre à des pertes atteignant 1 million de victimes dans les rangs alliés, et beaucoup plus encore parmi les Japonais. Au Japon, l'empereur, considéré comme un dieu vivant, est le chef de l'État. Mais en réalité, le pouvoir est entre les mains du tout-puissant Conseil supérieur de la guerre. Le Premier ministre Suzuki et le ministre des Affaires étrangères Togo sont partisans d'une paix négociée. Mais le général Hanami, ministre de la guerre, est farouchement déterminé à poursuivre le combat. La médiation soviétique nous offre de meilleures chances de nous maintenir au pouvoir. Il est hors de question de capituler. Mais nous devons trouver la voie qui nous conduira rapidement au terme de ce conflit. Il n'y a aucune raison. La marine a manqué à tous ses devoirs envers la patrie, j'en conviens. Mais l'armée de terre va prouver ce dont elle est capable dans la bataille finale. Hanami est un chef de guerre jusqu'au boutiste. Messieurs, croyez-moi, quand nos glorieux soldats feront le sacrifice ultime de leur vie en attaquant l'envahisseur avant qu'il n'ait pu quitter nos plages, alors nous remporterons la victoire suprême. Personne ici n'a jamais douté de la bravoure de nos soldats. Mais la bravoure ne remplace pas les munitions, le carburant. Et elle ne nourrit pas non plus le peuple. Les Américains ne supportent pas de perdre des hommes. Nous devons briser net leur esprit combatif. Nous pouvons les obliger même à cesser l'invasion. Seul compte la volonté et le courage. À Hiroshima comme dans tout le Japon, soldats et civils s'apprêtent à faire face à une invasion imminente. L'armée japonaise dispose d'une arme puissante et imparable, l'esprit de sacrifice d'hommes prêts à mourir pour l'empereur. De simples soldats apprennent à se barder d'explosifs avant de se jeter sous les roues des chars ennemis. À l'époque, le docteur Shuntaro Ida travaille à l'hôpital militaire d'Hiroshima. L'une de ses tâches consiste à entraîner des auxiliaires médicaux à devenir kamikazes. On apprenait aux soldats à se fixer des bombes sur le corps et à se jeter contre les tanks. À l'hôpital militaire, c'est ça qu'on leur apprenait. Les officiers, en particulier, étaient résignés au fait qu'une fois qu'on partait pour le front, on n'en revenait pas. Je m'habituais à l'idée que la mort pouvait survenir à tout moment. Toute la population doit prendre part à la lutte contre l'envahisseur. On apprend même aux écolières à attaquer les soldats américains à l'aide de tiges de bambou taillées en pointe. Le bain de sang paraît inéluctable.
L'homme qui doit décider de l'invasion est le président américain, Harry Truman. Le 16 juillet, il arrive à Berlin pour y rencontrer Churchill et Staline à la conférence de Potsdam, où doit être débattu le sort de l'Allemagne. Monsieur le Président. La nuit même, il apprend que l'explosion expérimentale du Nouveau-Mexique a été un plein succès. Messieurs, écoutez ça. L'expérimentation de ce matin a donné des résultats satisfaisants. L'essai a d'ores et déjà dépassé toutes nos espérances. Ils ont réussi. Nous allons peut-être éviter à nos braves gars l'invasion de l'Empire du Soleil Levant. Messieurs, levons nos verres. Truman reçoit rapidement un compte-rendu détaillé de l'expérience. Il parle de la bombe avec le Premier ministre anglais, Churchill, puis il décide de s'en ouvrir à Staline. Le 24 juillet, après la conférence plénière, Truman s'arrange pour avoir un aparté avec le leader soviétique. Au cabinet de Truman travaille un jeune lieutenant de vaisseau, George Elsey. Il est le dernier témoin encore vivant de ces événements. Il a confié à Staline que les États-Unis disposaient d'une nouvelle arme très puissante et Staline lui a répondu qu'il espérait qu'il en ferait bon usage. Nous avons mis au point une nouvelle arme extrêmement puissante, très destructrice que nous avons... L'échange a été si anodin que Leigh et Bolen, qui étaient les interprètes de Truman, n'étaient pas sûrs que Staline avait compris la teneur du message ou saisi la portée réelle de cette arme. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est « Voilà une excellente nouvelle, j'espère que vous saurez en faire bon usage contre les Japonais. » Évidemment, à l'époque, personne dans notre camp ne se doutait de l'ampleur de l'infiltration soviétique à Los Alamos, ni que Staline savait parfaitement de quoi parlait Truman. La seule chose qu'il ignorait, je suppose, c'est que l'explosion de la bombe avait eu lieu. Mais peut-être que ça aussi, il le savait. Mais avant de lancer sa bombe, Truman donne aux Japonais une ultime chance de se rendre. Les Américains ont percé les codes secrets japonais et intercepté leurs messages militaires et diplomatiques. Ils savent donc que l'exigence américaine d'une capitulation totale et sans condition est considérée comme une menace à l'égard de l'empereur. Ils décident alors d'en modifier les termes pour offrir une porte de sortie aux Japonais. La déclaration de Potsdam appelait à une capitulation sans condition. Mais à la lecture des messages interceptés, le texte a été modifié et exigeait une capitulation sans condition des forces armées du Japon. Nous enjoignons le gouvernement du Japon à proclamer la capitulation immédiate et sans condition de l'ensemble des forces armées japonaises. Cela laissait entrevoir l'éventualité de maintenir l'empereur sur son trône. L'ultimatum ainsi modifié est diffusé au Japon. Mais ce geste de bonne volonté, loin d'avoir les effets escomptés, renforce au contraire la détermination de l'état-major japonais. C'est encourageant, la situation semble s'améliorer. Si l'ennemi fait de telles propositions, c'est certainement que de nouvelles circonstances l'obligent à mettre fin à la guerre. C'est pour cette raison qu'il n'exige plus une reddition totale et inconditionnelle. C'est dans de tels moments qu'il faut savoir montrer notre détermination. Dans ce bras de fer, ils plieront avant nous. Le Premier ministre Suzuki déclare que son gouvernement tient la déclaration de Potsdam pour nulle et non avenue. Il utilise le mot mokusatsu, qui signifie ignorer avec un mépris souverain. Le bombardement d'Hiroshima est désormais inévitable. Deux heures après l'explosion concluante du Nouveau-Mexique, la bombe quitte San Francisco à bord du croiseur Indianapolis.
Au terme d'une traversée de 10 jours, elle parvient à l'île de Tinian, à 6 heures de vol du Japon. L'île de Tinian est la plus grande base aérienne du monde. Elle compte 4 grandes pistes d'atterrissage et abrite plus de 500 B-29 Superfortress. C'est aussi là qu'est stationné le 509e groupe de la 20e US Air Force, dont sont issus les hommes qui vont larguer la bombe atomique sur le Japon. La mission est dirigée par le colonel Paul Tibbets, vétéran de la campagne de bombardement contre l'Allemagne. À 29 ans, j'avais une telle confiance en moi que rien ne me faisait peur. Les personnages clés de son équipe sont le bombardier Tom Ferriby et le navigateur Dutch Van Kirk. On n'entendait jamais prononcer le mot atomique ou nucléaire. Quand on parlait de la bombe, on disait toujours l'engin, l'arme, ce genre de choses. Et si on avait deviné, mieux valait ne pas en parler. Messieurs, on a établi une liste de villes. On écarte Kyoto. Stimson est amoureux des temples, il ne veut pas qu'on y touche. Mais il nous reste Niigata, Kokura, Nagasaki et Hiroshima. Les seules grandes villes qu'on n'a pas encore bombardées. Et en priorité? En priorité, c'est Hiroshima. Voilà. On a une cible facilement reconnaissable? Un pont en forme de T. Ici. C'est la première fois qu'on a une cible aussi facile à repérer. On arrivera par là et on larguera la bombe comme ça. Je me demande si avec des vents dominants de nord, il ne serait pas mieux d'arriver par ici pour être poussé par le vent en quittant la zone de largage. C'est trop risqué. Il vaut mieux voler contre le vent, on arrivera moins vite, on pourra être plus précis. Vous pouvez être atteint par le souffle. Quand j'aurai pris le virage en piqué, j'aurai le vent derrière moi, on sera vite loin. De toute façon, il faut prendre le risque. On doit être aussi précis que possible, n'est-ce pas? Hiroshima est alors une importante base militaire qui abrite le QG du 2e groupe d'armée, dont le rôle serait primordial dans le cas d'une éventuelle invasion américaine. Akiko Takakura, qui avait alors 17 ans, était employée de banque au centre-ville. Elle se souvient de l'atmosphère de l'époque. On appelait ça une ville garnison. Partout, l'armée était présente. Il y avait en permanence des bateaux transportant des soldats qui quittaient le port. Toutes les grandes villes du Japon avaient déjà été la cible de bombardements aériens. Donc tout le monde à Hiroshima s'attendait à ce que la ville soit bombardée tôt ou tard. Les Japonais l'ignorent, mais si Hiroshima a été épargné jusqu'ici, ce n'est pas l'effet du hasard. Les Américains ont délibérément évité de bombarder la ville pour pouvoir mesurer précisément les effets de la bombe atomique. Le 4 août au soir, Paul Tibbets réunit ses hommes. La mission est prévue pour la nuit suivante car la météo prévoit une éclaircie au-dessus de la ville. Ça y est les gars, c'est parti. Vous allez enfin savoir pourquoi vous avez travaillé. La bombe que nous allons utiliser vient tout récemment d'être testée avec succès aux États-Unis. Nous avons reçu l'ordre de la larguer sur l'ennemi. Il y a 3 cibles possibles. Dans l'ordre de priorité, nous avons Hiroshima, Kokura, Nagasaki. La bombe que vous allez larguer est quelque chose de nouveau dans l'histoire militaire. C'est l'arme la plus destructrice jamais imaginée. Nous pensons qu'elle détruira tout dans un rayon de 5 km au minimum. Envoyez le film. Faites-le noir. Le spécialiste en armement, Dick Parsons, a apporté le film de l'explosion de la bombe au Nouveau-Mexique.
mais le projecteur tombe en panne. Dans cet excellent film que vous ne verrez pas, on vous montrait le seul essai auquel nous avons procédé. J'étais à bord d'un B-29, les yeux rivés sur l'objectif, il faisait nuit noire, et je dois avouer que la Terre n'a pas connu une telle chaleur ni une telle intensité lumineuse depuis sa création. Voici ce qui est arrivé. L'éclair provoqué par l'explosion a été vu à près de 16 km. Un soldat qui était à 3 km de là a été projeté à terre par le souffle. Un autre soldat, qui était lui à 8 km, a été atteint de cécité temporaire. Ceux qui étaient présents cette nuit-là ont compris qu'on entrait dans une nouvelle ère. Personne ne peut dire exactement ce qu'il se passera quand cette bombe sera larguée d'un avion. Ça n'a encore jamais été fait. L'explosion devrait produire un nuage qui aurait cette forme, qui atteindrait une hauteur d'au moins 10 km, peut-être même 20 km, et qui serait précédée par un flash lumineux bien plus intense que le soleil. On a apporté sur l'île une de ces bombes. Elle est maintenant assemblée. Elle est prête. Nous attendons que les pluies torrentielles sur le Japon cessent enfin pour que la cible choisie soit visible. Colonel Tibbets. Bon, les gars, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà bien roulé leur boss. Je vous ai choisi parce que vous êtes les meilleurs. Mais laissez-moi vous dire une chose. À côté de cette mission, tout ce que vous avez pu voir ou faire, c'est franchement de la rigolade. Personnellement, je suis très fier, et je suis sûr que vous l'êtes aussi, d'avoir été choisi pour accomplir cette mission qui va raccourcir la guerre d'au moins 6 mois. À partir de cet instant, vous faites partie de la mission la plus secrète de l'armée de l'air. On ne parle de cette mission à personne. Pas même entre nous. Encore moins à la famille. Pas de lettres. On n'évoque même pas l'éventualité d'une quelconque mission. Est-ce que c'est clair? Oui, mon colonel. Le lendemain, dans l'île de Tinian, un fracas énorme réveille en sursaut l'équipage de la future mission. Une fois de plus, un B-29 s'est écrasé sur la piste. L'accident inquiète terriblement Parsons. La mission doit avoir lieu dans la nuit, et il est prévu de charger la bombe déjà armée à bord de l'appareil. Le mécanisme de mise à feu utilise de la poudre explosive pour provoquer la fission d'un atome d'uranium et entraîner une réaction nucléaire. Si l'avion s'écrase au décollage, le mécanisme de mise à feu pourrait se déclencher, provoquant l'explosion de la bombe et de l'île tout entière. Parsons décide alors de son propre chef de modifier le plan prévu. Je crois qu'il serait prudent que je place les charges dans la bombe qu'après le décollage. Est-ce que tu as fait une simulation du protocole de chargement? Tu es sûr de ton coup? Tu l'as déjà fait? Jamais. Mais j'ai toute la journée pour m'entraîner. On ne décollera pas avant 2 h du matin, j'ai tout le temps. Si Parsons commet une erreur, il peut faire échouer toute l'opération. Parsons a passé plusieurs heures dans l'avion, répétant exactement les gestes qu'il devrait accomplir. Ôter la culasse, introduire la charge explosive, réaliser les connexions. Il avait dressé une liste détaillée du protocole. Il a répété l'enchaînement des gestes pendant des heures. Ses mains étaient usées à force d'avoir manipulé cet engin. Mais bon Dieu, Parsons, tu veux vraiment pas que je te prête une paire de gants? Surtout pas. J'ai besoin de savoir ce que font mes doigts. Désolé, messieurs les Japonais, mais on aura les mains sales. De son côté, Paul Tibbets, qui dirige la mission, a décidé de piloter lui-même l'avion qui transportera la bombe. Et conformément à la tradition, il lui choisit un nom. J'ai voulu lui donner le nom de ma mère. Elle s'appelait Enola Gay. Je me suis dit, aucun autre B-29 ne portera le nom d'Enola Gay.
Je crois que cet avion entrera dans l'histoire et je veux que ce soit sous une bonne étoile. La décision de Tibbets provoque la colère du capitaine Bob Lewis. Il a toujours piloté cet avion et pense tout naturellement qu'il sera aux commandes. Je peux savoir qui a osé peindre ça sur mon avion? C'est quoi cette histoire? Primos n'est pas votre avion, il appartient à l'armée de l'air des États-Unis, d'accord? Deuxièmement, c'est moi qui commande cette mission et qui décide de ce qu'on fait des avions. De nos avions, y compris celui que vous pilotez. Il s'est tu et on n'en a plus reparlé. Rompez! Pour la plupart des habitants d'Hiroshima, le 5 août est une journée comme les autres. À la tombée du jour, la population se prépare à une nouvelle nuit perturbée par les sirènes de la défense anti-aérienne. Après une journée chargée, le docteur Ida est de garde cette nuit-là. Il se souvient avec précision de ce 5 août 1945. Je suis retourné à l'hôpital vers 20 h. Un officier de garde est venu me dire que 4 invités de Mandchourie se trouvaient à Hiroshima. C'étaient des médecins militaires, haut gradés. J'étais chargé de les distraire et de m'occuper d'eux. En fin de soirée, j'ai mis tout le monde au lit et je me suis étendu à côté d'eux. Puis, au milieu de la nuit, un vieux villageois est venu me chercher à bicyclette. Réveillez-vous, ma petite fille a beaucoup de fièvre. Réveillez-vous, il faut venir la soigner. Là où ils vivaient, il n'y avait pas de médecin, car ils étaient tous au front. J'étais persuadé qu'il n'y avait rien à faire, mais je suis quand même parti avec lui au milieu de la nuit. J'avais beaucoup bu et j'étais ivre. Il n'y avait pas de voiture à l'époque, alors le vieil homme m'a pris derrière lui sur son vélo. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Bon, alors, nous avons 3 avions impliqués dans cette mission. Cette nuit-là, quelques minutes avant le décollage, un ultime briefing réunit les équipages de la mission. 3 avions participaient à la mission. Le premier, Enola Gay, transportera la bombe. Le deuxième, Great Artist, aura à son bord du matériel d'enregistrement. Le troisième, Le Necessary Evil, d'où nous devions faire les prises de vue. faites votre boulot, obéissez aux ordres, pas de risque inutile. Ce sera tout. La mission est tellement secrète qu'on remet à Tibbets des capsules de cyanure pour se suicider, si par malheur, l'équipage tombait aux mains des Japonais. Ce soir-là, à la sortie du mess, le médecin-chef m'a donné des capsules. Il m'a dit ce que c'était et il a ajouté « J'espère que vous n'en aurez pas besoin, mais si oui, c'est du cyanure. Il y en a pour chacun des hommes d'équipage. Vous ne sentirez rien et vous serez mort en l'espace de 6 minutes. Vous ne vous apercevrez de rien. » Avant de monter à bord, j'ai dit à mes gars, « Je vous donne une capsule à chacun si vous voulez. » Personne n'a répondu. Sauf le capitaine Parson, il a dit, « Moi j'en veux. » Et je le comprenais, parce qu'il en savait plus que tous les autres sur le fonctionnement de la bombe. Quand on est arrivé près de l'Enola Gay, notre première grande surprise, c'est qu'il y avait des projecteurs allumés partout. Cette mission était vraiment unique. On se serait cru à Hollywood. Des photographes et une équipe de tournage sont chargés d'immortaliser la mission historique. Nous étions montés à bord des avions pour mettre les moteurs en marche.
Il y avait des gens partout et des projecteurs juste devant le moteur numéro 2. Comme ce truc m'empêchait de manœuvrer, j'ai ouvert le hublot, j'ai sorti la tête et j'ai dit... Reculez! Dégagez la piste! Comme j'agitais la main, quelqu'un m'a dit « Agite la main vers nous ». Alors j'ai agité la main et c'est ce qu'on voit sur la photo. Pour moi, c'était une mission comme les autres, voilà tout. Je faisais mon devoir. Dimples 8-2 à tour de Tinian Nord. Quittons le parking, attendons instruction pour décollage. Tour de contrôle de Tinian Nord à Dimples 8-2. La bombe, qui a été surnommée Little Boy, pèse plus de 4 tonnes, ce qui rend le décollage encore plus périlleux qu'à l'accoutumée. 15 secondes avant décollage. Je me souviens du décollage. C'était la phase la plus risquée du vol. 5 secondes. Soyez prêts. Je suis sûr que tout le monde à bord pensait la même chose. On avait hâte de décoller. J'avais l'impression que c'était plus long que d'habitude. Je voulais maintenir l'avion au sol le plus longtemps possible pour augmenter la portance de l'avion. Je l'ai maintenu plus longtemps que ce que Bob faisait d'habitude. Au lieu de décoller à 225-235 km/h, je l'ai maintenu au sol jusqu'à plus de 245 km/h. Il a voulu tirer sur le manche. Tirez sur le manche. Enlève tes mains de là-dessus, Lewis, c'est un ordre, c'est moi le pilote. Il l'a immédiatement remis en place. L'avion a fini par s'arracher, on ne s'est pas écrasé en bout de piste, et on a décollé. Un quart d'heure après le décollage, alors que l'avion vole encore à basse altitude, Parsons s'apprête à armer la bombe. On va commencer! Dimples 8-2 à tour nord de Tinian. Le juge se met au boulot. Je répète, le juge se met au boulot. Il y avait environ 2 mètres jusqu'à l'extrémité de l'engin, qui portait de grands ailerons. La soute était exiguë et il fallait s'accroupir pour atteindre l'extrémité arrière de la bombe. C'est dans cette position que Parsons a travaillé pour parvenir à l'intérieur des ailerons. Chacun sait que la moindre erreur risque de compromettre toute la mission. Je dévisse la culasse. Notez. J'introduis les charges. Notez. Parsons a pris ensuite les charges explosives, qui avaient chacune la dimension d'un petit pain. Il les a insérées, une par une, puis il a pris la culasse, l'a remise en place et l'a verrouillée. Je remets la culasse. Notez. Après avoir effectué chaque manœuvre, il l'a rayée de sa liste, pour être sûr de ne commettre aucune erreur. Opération terminée. Notez. Deux heures plus tard, l'Enola Gay a rejoint les avions transportant les équipes de scientifiques et de photographes. Hiroshima n'est plus qu'à 3 heures de vol. Le jour se levait. C'était une très belle matinée. Nous étions à environ 9000 pieds et on trouvait tous que le lever du soleil était magnifique ce matin-là. Il reste à Dick Jepson, l'assistant de Parsons,
un geste à accomplir, armer la bombe. Avant que l'avion ne prenne de l'altitude, j'ai grimpé dans la soute où se trouvait la bombe. J'ai débranché les 3 contacts verts et je les ai remplacés par les 3 contacts armés qui devaient actionner la mise à feu et déclencher le détonateur. Et le seul moment où je me suis senti vraiment nerveux pendant cette mission, c'est quand j'ai inséré ces fiches rouges dans la bombe. La bombe était prête et amorcée. Une fois les contacts en place, j'ai poussé un soupir de soulagement parce que tout s'était bien passé jusque-là. Au bout du compte, avec toutes ces manipulations, je suis la dernière personne à avoir touché la bombe. Mais je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. Altitude 30 000 pieds. Précédant l'Enola Gay, un autre B-29 survole déjà la ville d'Hiroshima. Il est chargé des relevés météorologiques et provoque une alerte aérienne. Il y a eu une alerte annonçant un bombardement possible. Tandis que les habitants attendent la fin de l'alerte dans des abris anti-aériens, l'avion météo fait son rapport à l'Enola Gay par message codé. Couverture nuageuse inférieure à 3/10, quelle que soit l'altitude. Il conseille la cible prioritaire. C'est Hiroshima. L'avion météo s'éloigne. Le danger semble écarté. Environ une demi-heure plus tard, l'alerte a été levée. Cela signifiait qu'il n'y aurait pas d'attaque aérienne. Donc, chacun est retourné à ses occupations. Les gens ont rejoint leurs bureaux et leurs usines. Je crois que c'est pour ça qu'il y a eu tant de morts et qu'on n'a jamais retrouvé les corps. Sur les terrains d'entraînement de l'armée, des milliers de soldats font leur gymnastique matinale. Le docteur Ida a passé la nuit dans une ferme des environs d'Hiroshima, au chevet de la petite fille malade. Quand je me suis réveillé, il était 8 heures passées. J'étais déjà en retard. Je devais retourner à l'hôpital. Je me suis préparé, j'ai pris le pouls de l'enfant et je l'ai ausculté au stéthoscope. La jeune Teruko Fuji, âgée de 16 ans, s'est enrôlée comme conductrice de tramway pour soutenir l'effort de guerre. Les hommes étaient tous mobilisés par l'armée. Comme il y en avait de moins en moins, on cherchait des étudiantes pour conduire les trams.
L'employé de banque Akiko Takakura et sa collègue sont les premières à arriver à la banque dans le centre d'Hiroshima, à 260 mètres à peine de la cible, le pont en forme de T. À la banque, j'ai tamponné le registre de présence. Il fallait le tamponner près de son nom quand on arrivait. C'est donc ce que j'ai fait. À l'époque, le personnel féminin devait arriver une demi-heure avant les hommes pour faire le ménage. Ce genre de choses serait impensable aujourd'hui. Kinuko Doi travaille comme infirmière à l'hôpital des communications, qui se trouvait également près du centre-ville. Mon premier travail de la journée était de stériliser les instruments et de préparer les patients qui devaient être opérés. Il faisait un temps magnifique. Le ciel était complètement dégagé. Il n'y avait pas un seul nuage. Dans un autre quartier de la ville, le petit Takashi Tanemori, âgé de 8 ans, est en route pour l'école. Tous les matins, en arrivant à l'école, on faisait une partie de cache-cache. On s'est levé pour choisir celui qui allait s'y coller. On a couru vers la porte principale. Et c'est moi qui ai dû m'y coller ce matin-là. Shige Hiratsuka, qui est morte en 2002, a laissé un témoignage écrit bouleversant. Il était un peu plus de 8 heures du matin. On venait de terminer le petit déjeuner. Nos 2 enfants jouaient près de nous. Mon mari lisait son journal. Paul, Tom, Dick et moi étions tous là-haut. On a confirmé que la cible à atteindre était bien le pont en forme de T. On tenait pour ainsi dire une réunion dans le nez de l'appareil. On y va, maintenant on entre en phase de bombardement. Mettez vos lunettes. C'est parti. Le compte à rebours a duré 3 minutes et demie. Tom et moi en discutaient. Vous trouvez pas que c'est bizarre? On n'aurait jamais pu s'enfoncer aussi loin au-dessus de l'Allemagne? Il y a déjà longtemps qu'ils nous auraient canardés? Ouais. Il a dit, mais ici, il n'y a rien, il n'y a aucune défense. On bombarde l'objectif et c'est tout. J'ai vu poindre un avion dans le ciel d'Hiroshima, comme une petite goutte argentée. Je l'ai immédiatement identifié comme un avion américain. Car à l'époque, aucun appareil japonais ne pouvait voler à une telle altitude. Comme c'était un avion isolé, j'ai supposé qu'il ne faisait que survoler la ville, comme d'habitude. J'étais en train de compter. J'époussetais le bureau. C'est à ce moment-là que la bombe est tombée. Bombe larguée! Il s'est écoulé environ 45 secondes entre le largage et l'explosion.
Et je crois qu'il n'y avait pas un seul homme à bord qui ne regardait pas sa montre ou qui ne comptait pas les secondes. J'étais persuadé que la bombe était défectueuse et qu'elle ne fonctionnerait pas. Après une chute de 43 secondes, les déclencheurs chronométriques et barométriques entraînent le mécanisme de mise à feu, projetant une sphère d'uranium sur une cible du même métal. La collision entraîne une réaction nucléaire en chaîne et libère une quantité d'énergie colossale. J'ai vu une lumière blanche par la fenêtre, un flash éblouissant, comme du magnésium. Le flash provient d'une gigantesque boule de feu, large de 300 mètres. J'étais sidéré. C'était une lumière éblouissante. Même en lui tournant le dos, l'onde de choc vous pénétrait jusque dans le cerveau. Au même moment, toute parcelle de peau découverte devenait bouillante. Une chaleur suffocante, brûlante. La bombe explose à 500 mètres au-dessus de la ville. Au sol, la température dépasse les 4000 degrés Celsius. La boule de feu détruit tout sur son passage, laissant parfois l'empreinte d'une échelle, d'une balustrade ou d'une silhouette humaine sur la pierre et le métal. Quiconque se trouve en plein air est instantanément vaporisé ou réduit en cendres. Dans le même temps, l'effet des rayonnements infrarouges et gamma traverse les murs et attaque les cellules du corps humain. J'ai lentement ouvert les yeux et pour la première fois, j'ai regardé dans la direction de la lumière. Juste à ce moment-là, le champignon est apparu. Les gens qui ont vu le champignon au-dessus d'Hiroshima sont presque tous morts maintenant. Il ne reste pratiquement plus personne qui puisse encore dire qu'il a vu ça de ses yeux. Une fraction de seconde plus tard, une onde de choc dévastatrice qui se déplace à la vitesse du son fait voler en éclats murs et fenêtres. Sous l'effet de l'explosion, j'ai été projeté à travers la pièce. Mon corps était catapulté d'un mur à l'autre et du sol au plafond. Il rebondissait comme un ballon. J'ai vu un épais nuage noir arriver sur moi.
Il venait du sommet de la montagne. Le nuage s'est répandu entre les montagnes et a déboulé vers moi en roulant sur lui-même. Et tout à coup, mon corps a été soulevé de terre. Le souffle m'a catapulté à travers la maison. L'éclair était aveuglant et n'a duré qu'un temps très bref. En quelques secondes, c'était terminé. Au sol, on ne voyait ni corps, ni rien. On ne voyait pas d'immeubles s'effondrer, on ne pouvait rien distinguer de tel. Et même si on avait pu, de toute façon, on n'aurait rien vu parce que tout était recouvert de poussière et de fumée. Je ne fais pas de sentiments. Je ne pensais à rien. Sinon, je vous le dirais. J'avais fait mon boulot. J'étais soulagé. Vous pouvez comprendre ça? En voyant le feu au sol et le champignon s'élever dans le ciel, on est bouleversé en imaginant le chaos qui règne en bas et la souffrance des gens. On ignore toujours le nombre exact de morts au moment de l'explosion. Mais à proximité de la boule de feu, ils sont des dizaines de milliers à avoir péri en une fraction de seconde. Pour les survivants, c'est le début d'un interminable calvaire. Des milliers de gens sont blessés et atrocement brûlés. Beaucoup resteront prisonniers des décombres. À 260 mètres seulement de l'épicentre, les deux employés de banque ont été relativement protégés du souffle par l'immeuble dans lequel elles se trouvent et qui est construit selon des normes antisismiques. Quand elles parviennent enfin à s'en extraire, leurs yeux découvrent une vision d'apocalypse. Le soleil a disparu. La ville est plongée dans le noir et enveloppée d'une épaisse fumée. Les rues sont jonchées de cadavres. Ça faisait penser à une ville de la mort. Il n'y avait que des morts. Nous étions les seules personnes vivantes. Ça s'est passé à 8h15, l'heure où arrivaient les gens des banlieues. Partout où on portait le regard, les passants avaient été fauchés net et gisaient les uns sur les autres. Ils étaient morts instantanément. Leurs corps étaient nus et calcinés. Je me demandais pourquoi et je ne trouvais pas de réponse. Toutes les deux, on s'est accroupis et on a éclaté en sanglots. Comment une chose aussi terrible était-elle possible? À l'hôpital des communications, situé à environ 1,5 km de l'épicentre, le souffle projette l'infirmière Kinuko par la fenêtre. Comme beaucoup d'autres, elle a été gravement lacérée par des éclats de verre. J'avais des morceaux de verre plantés partout, sur ma tête, mon visage, mon corps. Dans un autre quartier de la ville, le paisible petit déjeuner de la famille Hiratsuka a basculé dans le cauchemar en une fraction de seconde. Quand on est sorti, on a vu que toute la ville était dévastée. Il n'y avait plus aucun bâtiment debout. Des incendies éclataient un peu partout dans la ville. Et je me suis mise à chercher les enfants.
J'ai entendu ma fille, Casco. Elle avait 6 ans. Elle était coincée jusqu'à la taille dans un amas de poutres et de plâtre. J'ai essayé de la dégager de toutes mes forces. Mais malgré tous mes efforts, je n'y arrivais pas. Le feu se rapprochait de plus en plus. Les flammes étaient à nos pieds et crépitaient tout autour de nous. La chaleur devenait intenable. J'ai dit à ma fille, « Maman n'est pas assez courageuse pour mourir avec toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. » L'explosion a également soufflé le bâtiment abritant l'école. Prisonnier des décombres, le petit Takashi Tanemori et ses amis appellent au secours. La première chose que j'ai vue, c'est qu'il faisait tout noir. Puis j'ai senti que des soldats dégageaient les décombres au-dessus de ma tête. Finalement, un soldat m'a sorti de là. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a pris dans ses bras et m'a emporté en zigzagant au milieu des incendies. La seule échappatoire possible, c'était la rivière qui coulait derrière l'école. Près de la gare, à environ 3 km du point zéro, Teruko Fuji croit avoir déclenché un court-circuit dans le câble au-dessus de son tramway. Je pensais que j'avais provoqué une catastrophe. Je croyais que j'avais fait une grosse bourde et que le tramway était tombé en panne à cause de moi. Puis je me suis dit, est-ce que ce serait une bombe? C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas moi qui avais causé tout ce chaos. D'abord, j'ai cru que seule la gare était touchée. Puis j'ai vu des gens venir dans ma direction. Ils étaient blessés et leur peau partait en lambeaux. Chacun pensait qu'en allant ailleurs, il serait sauvé. Ceux qui étaient à l'ouest croyaient que c'était mieux à l'est. Des gens marchaient dans tous les sens, dans un silence total. Au milieu de tout ce chaos, il y a au moins un miracle. Le soldat qui a arraché le petit Takashi Tanemori au décombre de son école arrive enfin à la rivière. C'est alors que dans la foule, le petit garçon entend une voix familière. Mon père avait réussi à me repérer. Il avait sans doute appelé mon nom et j'ai dû dire « c'est mon papa ».
Mon père s'est mis au garde à vous devant le soldat, puis il s'est incliné à plusieurs reprises en disant « Merci, vous êtes un sauveur ». Plus tard, pendant le vol de retour, la conversation tournait autour du fait que la guerre allait s'arrêter suite à ce bombardement. Malgré le nombre de gens qu'on a tués, on en a épargné beaucoup plus. Ils seraient morts si la guerre avait continué, aussi bien du côté américain que du côté japonais. À l'époque, la haine à l'égard des Japonais était telle que plus on en tuait, plus on était content. Parce qu'on se disait que ça en ferait moins à combattre lors de l'invasion. Après un vol de retour de 6 heures, l'Enola Gay se pose sur l'île de Tinian. Il devait y avoir entre 300 et 500 personnes à notre arrivée. Quand on est descendu de l'avion, on était tous épuisés. J'avais pris mon masque à oxygène, j'étais juste derrière Paul, et un type nous a dit de nous mettre au garde à vous. Je suis descendu de l'avion comme on me l'ordonnait. Il m'a accroché ce truc sur ma chemise. Des types nous prenaient en photo. J'ai salué et quand tout a été terminé, j'ai repris mon poste. On est allé au débriefing chez les gars du contre-espionnage. Ils avaient des questions à nous poser. Vous avez vu ceci? Vous avez vu cela? Vous êtes certain d'avoir atteint la bonne cible? J'ai dit bien sûr. Près d'Hiroshima, le docteur Ida est parvenu à s'extraire des décombres de la ferme. Après avoir examiné sa petite patiente, il se met en route vers la ville. C'était à une distance d'environ 6 km d'Hiroshima. Arrivé à mi-chemin, tout à coup, j'ai vu une étrange créature surgir de nulle part. Comme nous étions en été, si ça avait été un humain, il aurait été habillé de blanc. Mais c'était une silhouette noire, de la tête aux pieds, toute noire. J'ai trouvé ça étrange. Elle était surmontée de quelque chose de rond, comme une tête. Il y avait des épaules et quelque chose qui ressemblait à un corps. Mais on aurait dit un corps sans visage. Il était noir. La zone autour des yeux était enflée. Il n'y avait pas de nez. Et la partie inférieure du visage n'était qu'une bouche. C'était terrifiant. Le premier geste d'un médecin, c'est de prendre le pouls. Mais quand je lui ai pris la main, il n'y avait pas de peau. Je n'avais aucune prise. Alors je me suis relevé et j'ai dit « Je vous en prie, reprenez-vous ». Et j'ai tourné autour de lui. Il a eu un léger tressaillement des épaules, puis s'est immobilisé. Il était mort. Il s'était traîné sur 3 kilomètres avant de venir mourir là. C'est la toute première victime de la bombe que j'ai vue. Fraîchement engagé dans l'armée, Shigeru Terasawa était stationné à 11 km de l'épicentre de l'explosion. Lui et toute son unité sont envoyés sur place pour secourir les survivants. Mais ils sont très vite confrontés à un cruel dilemme. Doivent-ils répondre aux supplications des victimes ou obéir aux ordres reçus? Aujourd'hui encore, il y a des choses que je n'oublierai jamais. Notamment les voix des victimes qui me suppliaient de leur donner à boire. À l'époque, on avait ordre de ne pas donner d'eau aux grands brûlés. Pour vous dire la vérité, on portait tous en bandoulière de grosses gourdes militaires remplies d'eau. Les gens nous suppliaient de leur donner de l'eau, mais on ne cédait pas.
On nous avait dit que si on leur en donnait, ils mourraient sur le champ. Donc j'ai obéi. Beaucoup de gens sont morts. Avec le recul, je pense que j'aurais dû leur donner à boire. Brûlés, les chairs sanguinolentes dans la chaleur intense, les survivants éprouvent une soif incoercible. Instinctivement, ils se dirigent vers les rivières, les bassins, les réservoirs. Parmi eux se trouve Kinuko Doi, l'infirmière. Je savais qu'il y avait un bassin dans l'arrière-cour de l'hôpital. Beaucoup de gens s'y étaient déjà plongés. D'autres sautaient sur eux. Ceux qui étaient dessous se noyaient. C'est une scène que je n'oublierai jamais. J'en fais encore des cauchemars. C'est alors qu'une pluie noire commence à tomber sur la ville en flammes, comme une étrange délivrance venue du ciel. On a ouvert la bouche et on a bu l'eau de pluie. Nos gorges étaient desséchées, mais on avait du mal à capter les gouttes dans nos bouches. En se mélangeant à l'air humide et froid de la haute atmosphère, les cendres et la fumée aspirées par le gigantesque champignon atomique retombent en une lourde pluie noire sur la ville. C'étaient des grosses gouttes d'eau qui faisaient mal en touchant la peau. La pluie tombait à torrents, en formant des traînées sombres. Il pleuvait de l'eau noire. Tous ces malheureux assoiffés l'ignorent, mais cette eau de pluie hautement radioactive est un poison mortel. Elle fera, à son tour, plusieurs milliers de victimes. Le jour où la bombe est larguée sur Hiroshima, le président Truman, de retour d'Europe, vogue toujours vers son pays. À notre retour à Washington à bord de l'Augusta, on était sur des charbons ardents, parce qu'on s'attendait à recevoir à tout moment un câble du département de la guerre annonçant le largage de la bombe. Et le 6 août, alors que nous avions quitté Norfolk la veille, la nouvelle est tombée. George Halsey décode le télégramme qui annonce la nouvelle au président Truman. Dans ce genre de situation, nous allions le voir immédiatement et nous l'interrompions quelle que soit son activité. À ce moment-là, il déjeunait avec l'équipage. J'ai porté le message à Truman, qui l'a montré au secrétaire d'État Burns et à l'amiral Leahy. Puis il a annoncé la grande nouvelle à tout l'équipage. On vient de m'informer qu'un B-29 a largué une bombe sur la ville japonaise d'Hiroshima. À elle seule, cette bombe a une puissance équivalente à 20 000 tonnes de TNT. À l'heure qu'il est, Hiroshima n'est plus qu'un immense champ de ruines. Il y a eu des acclamations de la part des hommes d'équipage et des officiers quand il a lu sa déclaration. L'Augusta faisait partie des vaisseaux qui devaient appareiller pour le Pacifique pour participer à l'invasion. L'équipage le savait. Pratiquement tous ceux qui se trouvaient en Europe savaient qu'ils allaient être mobilisés sur le front du Pacifique pour attaquer le Japon. Comme le président, ils étaient donc fous de joie que tout ça soit terminé. Nous espérons que cela servira d'avertissement aux forces armées japonaises.
Eh bien, messieurs, on rentre chez nous. Il avait hâte de rentrer aux États-Unis parce qu'il était persuadé que les Japonais allaient se rendre très vite. Pour lever toute ambiguïté, Truman ne mâche pas ses mots à l'égard du haut commandement japonais. C'est pour épargner au peuple japonais la destruction pure et simple que l'ultimatum du 26 juillet a été lancé à Potsdam. Leurs dirigeants ont immédiatement rejeté cet ultimatum. S'ils n'acceptent pas nos conditions actuelles, qu'ils s'attendent à un déluge de feu venu du ciel sans commune mesure avec ce que la Terre a connu jusqu'ici. Tard cet après-midi-là, le maire d'Hiroshima publie son propre communiqué. La catastrophe actuelle est le résultat d'un raid aérien horrible et inhumain. L'objectif de l'ennemi est clairement de saper l'ardeur combattante du peuple japonais. Citoyens d'Hiroshima, les dégâts sont très importants, mais ce sont les aléas de la guerre. Ne perdez pas courage. Le lendemain matin, l'aide aux victimes commence à s'organiser. Des escadrons de soldats venus de garnisons environnantes sont réquisitionnés. Ils ramassent et brûlent les cadavres pour éviter la propagation de maladies. Les blessés sont rapidement évacués pour être soignés. Malgré la pénurie de personnel médical, on installe des hôpitaux de fortune. Le docteur Ida doit soigner 3000 survivants d'un village aux alentours d'Hiroshima. Au début, nous n'avions ni médicaments ni matériel. Nous autres médecins, nous ne pouvions rien faire. On a tout de même rassemblé ce qu'on pouvait et on a commencé à soigner les brûlures. Kinuko Doi, l'infirmière, en réchappe par miracle. Je ne sais pas si je suis restée inconsciente plusieurs heures ou plusieurs jours. Quand j'ai repris mes esprits, je me suis dit, ainsi je suis toujours en vie, c'est que Dieu m'en a donné la force. Mais à son réveil, elle se rend compte avec terreur qu'elle a été jetée dans une fosse commune. Après avoir rampé hors de la fosse, j'ai réussi à traverser la route pour gagner l'entrée de l'hôpital. Cela m'a pris un temps fou, car je ne pouvais ni me mettre debout, ni lever les bras, ni les déplacer le long du corps. J'ai rampé comme un insecte jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Le docteur Inoki du service de la pharmacie m'a reconnue et il s'est écrié « Vous êtes toujours vivante ?» Il m'a ramassée et m'a portée jusqu'au bloc opératoire. Le couloir était encombré de gens étendus côte à côte. C'est là qu'on m'a opérée et qu'on m'a ôté tous les gros morceaux de verre qui s'étaient plantés dans mon corps.
Dans toute la ville, des gens fouillent désespérément les ruines à la recherche de survivants. Un peu avant midi, le père de mon ami est venu nous chercher. Mais mon ami, qui s'était échappé de la banque avec moi, avait la colonne vertébrale brisée. Elle est morte une semaine après. Elle avait 1 an de moins que moi. J'ai près de 80 ans maintenant, mais à l'époque, elle n'en avait que 18. Chaque fois que je pense à elle, elle a toujours 18 ans. C'était une jeune fille très jolie et très gentille. Trois jours après le largage de la bombe d'Hiroshima, et malgré l'ampleur du désastre, le Japon n'a toujours pas capitulé. L'Amérique s'apprête à larguer une seconde bombe et Truman lance un nouvel avertissement. Le monde retiendra que la première bombe atomique a été lancée sur Hiroshima, une base militaire. Si le Japon ne se rend pas, nous devrons bombarder d'autres installations industrielles. J'invite les civils japonais à quitter immédiatement les villes industrielles pour échapper à la destruction. Je réalise la portée tragique de la bombe atomique. Nous avons découvert la bombe atomique et nous l'avons utilisée. Nous l'avons utilisée contre ceux qui nous ont attaqués sans sommation à Pearl Harbor. Contre ceux qui ont affamé, battu et exécuté des prisonniers de guerre américains. Contre ceux qui ne feignent même plus d'obéir aux lois internationales de la guerre. Nous l'avons utilisée afin d'abréger les souffrances engendrées par la guerre, afin de sauver les vies de milliers et de milliers de jeunes Américains. La seconde bombe doit en principe être larguée sur la ville de Kokura. Mais le ciel étant trop couvert, le choix se porte finalement sur Nagasaki. Quasiment à court de carburant, l'équipage largue la bombe malgré le manque de visibilité. La bombe manque sa cible et tombe dans une vallée. Cette fois, il n'y a pas d'incendie, mais néanmoins plus de 50 000 personnes trouvent la mort. Le même jour, le Conseil supérieur de la guerre est réuni à Tokyo. À cette heure, les Russes ont déclaré la guerre aux Japonais. C'est alors que tombe la nouvelle de la bombe de Nagasaki. Il n'y a qu'une seule chose que nous devons assurer à partir d'aujourd'hui, c'est la survie du régime impérial. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons contacter les Américains sans plus tarder. Il faut que nous fassions valoir nos conditions de façon claire. Tout ce qu'ils ont à savoir, c'est que nous maintenons nos exigences. Que nous voulons sauvegarder le régime impérial, que nous refusons toute occupation du Japon. Nous ne permettrons pas que nos officiers soient jugés comme criminels de guerre. Et les forces armées ne seront désarmées que par nous. Nous ne sommes pas en position de force. Ce sont des conditions qu'ils n'accepteront pas. Alors ils devront payer le prix de l'invasion. Nous avons 3 millions de soldats prêts à mourir. 5000 avions n'attendent qu'un ordre pour bombarder leurs navires. Et nos avions d'entraînement peuvent être envoyés sur l'ennemi en mission kamikaze. Nous les ferons reculer. Si dès le premier assaut nous lançons sur l'ennemi l'essentiel de nos forces disponibles, nous nous condamnons à la victoire. En 4 jours, l'ennemi a largué 2 bombes atomiques. Et 2 villes ont été rayées de la carte. Demain, Tokyo sera peut-être visée. Attendons que nous parviennent les résultats de l'enquête, avant d'affirmer que ce sont des bombes atomiques. Une bombe sur Tokyo pourrait anéantir la famille impériale. Nous serions confrontés à une panique générale incontrôlable. Général Anami, je refuse à... Vous oubliez une chose. Un soldat ne se rend pas, il meurt. Le Premier ministre Suzuki entreprend alors une démarche inouïe.
Il demande à l'empereur de sortir le pays de l'impasse en prenant une décision. L'empereur Hirohito choisit de mettre fin à la tragédie et de se résoudre à l'inacceptable. 4 jours plus tard, un groupe de militaires opposés à la capitulation tente un coup d'État qui échoue. L'empereur doit adresser à son peuple un communiqué radiodiffusé annonçant la fin de la guerre. À l'aube de ce matin-là, le général Anami s'apprête à se donner la mort en se faisant harakiri. Avant de se suicider, il écrit ces quelques mots: « Ma mort est l'expiation de mon grand crime ». La guerre est finie, les soldats américains rentrent enfin chez eux. Le monde célèbre la joie de la paix retrouvée. Mais la bombe atomique n'a pas fini de faire parler d'elle. Car les conséquences de l'explosion sont plus terrifiantes encore que la bombe elle-même. Cela a commencé dans les hôpitaux. Une mystérieuse maladie a commencé à se propager. Je l'ai remarqué pour la première fois vers le 4e jour. En fait, elle était apparue dès le début. Mais les premiers jours, je croyais que les gens mouraient à cause des brûlures. Shigei Hiratsuka et son mari, qui ont déjà perdu leurs enfants lors de la déflagration, sont touchés par ce mal étrange. Ils avaient mis mon lit près de celui de mon mari et ils lui ont fait une prise de sang. Mais quand ils ont retiré l'aiguille, le sang a continué à couler. Rien n'arrêtait l'hémorragie. Ils ont tout essayé. Même en appliquant un garrot, le saignement continuait. Des taches violacées sont apparues sur tout son corps. Et il s'est mis à vomir un liquide brun. Puis il a cessé de bouger et il est mort 1 heure plus tard. Il avait réussi à survivre jusque-là, mais finalement lui aussi m'a été enlevé. Cette maladie, nouvelle et incurable, fera des milliers de morts. Ils pourrissaient. Ils étaient atteints de nécrose. Comme ils n'avaient plus de globules blancs, le sang ne pouvait plus lutter contre les infections et l'organisme succombait à la septicémie. À la fin, ils perdaient leurs cheveux, qui tombaient par touffes entières dès qu'on posait la main sur leur tête. Les plus gravement touchés sont les survivants qui se trouvaient à proximité de l'épicentre et ceux qui ont absorbé de la matière radioactive, notamment en buvant l'eau de pluie noire après la catastrophe. Rétrospectivement, on a compris que c'était les radiations. Mais à l'époque, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Des décennies plus tard, les maladies dues aux irradiations perpétuent sur des générations le cataclysme provoqué par l'arme atomique. Les scientifiques américains ont toujours su que la bombe émettrait des radiations. Mais ils ont été surpris et choqués par leur gravité et leur ampleur.
Aujourd'hui, Hiroshima est une ville prospère de plus d'1 million d'habitants. Et le Japon est devenu un pays riche qui a totalement renoncé à ses visées guerrières. Bien que nul n'ait employé l'arme atomique depuis, le débat se poursuit aujourd'hui encore. Était-il moral de recourir à la bombe? Était-ce vraiment nécessaire? Aurait-on pu l'éviter? La nation n'avait plus de riz. Les gens n'en avaient pas mangé depuis une année entière. Dans ces conditions, comment un pays pouvait-il livrer bataille? Les Américains le savaient très bien. Et cependant, ils ont largué la bombe. Pourquoi? À titre d'expérience. Ils savaient qu'elle possédait une puissance explosive énorme. Ce qu'ils ignoraient, c'est l'ampleur des dégâts causés par les radiations. Certains scientifiques croyaient le savoir plus ou moins, mais ils ne l'avaient pas testé. Ils ont donc fait une expérience en la testant sur des êtres humains. La décision finale qui a conduit au largage des 2 bombes sur Hiroshima et Nagasaki n'a pas été prise à Potsdam, n'a pas été prise par Truman. Ce sont les militaires japonais qui ont rejeté toutes les propositions de reddition de leurs forces armées visant à épargner des pertes humaines massives. Aujourd'hui, seuls quelques lieux portent encore les cicatrices du 6 août 1945. Quelques traces calcinées sur des arbres. L'empreinte d'un homme pulvérisé sur la pierre. Et les témoins directs sont de moins en moins nombreux. Akiko Takakura, l'employé de banque, qui se trouvait à 260 mètres de l'épicentre, est l'une des dernières personnes vivantes à avoir vécu la tragédie dans toute son horreur. À Hiroshima, il y a un grand magasin appelé Sogo, où je m'arrête parfois pour prendre le thé. Depuis le salon de thé, je vois la route qui conduit de la banque au terrain militaire par lequel nous nous sommes échappés. Je vois des personnes âgées marcher joyeusement dans la rue, des jeunes qui se tiennent par la main en bavardant, des enfants qui tiennent la main de leurs parents et qui ont l'air heureux. Et je repense à toutes ces scènes horribles que j'ai vues il y a maintenant de nombreuses années et à tous ceux qui ont laissé leur vie. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Chaque année, le 6 août, des cérémonies de souvenir commémorent la catastrophe, pour que le monde n'oublie jamais ce qui s'est passé à Hiroshima et à Nagasaki, et pour que de telles catastrophes ne se reproduisent pas. Au crépuscule, des dizaines de milliers de bougies sont déposées sur la rivière. Chacune représente l'âme d'une des victimes de la plus terrifiante machine de mort jamais utilisée.